invitation surtout à pouvoir échanger avec vous sur un thème qui nous est cher, qui est l'annonce du diagnostic. Donc pour vous présenter l'association avant. C'est bon, c'est bon. Je vais m'y faire. Donc l'association est une association nationale. On est dans le domaine des maladies rares, donc c'est une association qui couvre l'ensemble du territoire et qui est une association de patients et d'aidants atteints de fibrose pulmonaire. Les moins jeunes d'entre vous ont peut-être connu l'APEFPI, on est issu de l'APEFPI, l'association Pierre Enjalran Fibrose Pulmonaire Idiopathique, qui a été créée en 2011 par Françoise Enjalran. Et on a décidé cette année, en conseil d'administration, en début d'année, d'élargir notre scope à l'ensemble des fibroses pulmonaires. C'est pour ça qu'on a aussi changé de nom et qu'on s'appelle maintenant l'association Fibrose Pulmonaire France. Donc on est environ 200 adhérents. Quand je dis adhérents, c'est des adhérents cotisants. Mais... Disons, vous me dites next et puis je suis là. Ouais, next. Je fais next. Mais on a aussi pas mal de donateurs et de sympathisants. En fait, toutes les informations et les activités qu'on mène sont en libre service. Hein. Donc on a eu 400 donateurs en 2021, et puis beaucoup de sympathisants qui se connectent sur le site et qui participent même à nos activités que je vais vous décrire un petit peu plus tard. Next. On a un conseil scientifique de 12 pneumologues qui couvre l'ensemble du territoire, dont fait partie le docteur Nakache. C'est extrêmement important pour nous parce que ça permet d'une part d'échanger avec eux et aussi d'écouter leurs conseils et puis de valider un petit peu tout ce qu'on peut faire et publier aussi sur le site. La ligne suivante. On est membre donc de l'Alliance Maladies Rares, qui est une alliance qui regroupe les associations de patients atteints de maladies rares, et de la FFAIR, la Fédération française des amicales et associations d'insuffisants respiratoires. On est aussi membre fondateur de l'EU-IPFF, vous connaissez peut-être un peu moins. C'est une fédération européenne qui regroupe les associations de différents pays de patients atteints de fibrose pulmonaire. Il y a actuellement 21 associations qui sont dans la fédération, qui couvrent à peu près 15 pays. Et on a fait cette fédération a déjà fait beaucoup de choses, en particulier a publié une charte du patient fibrose pulmonaire idiopathique qui a été présentée et validée par le Conseil de l'Europe en 2015. J'étais pas né encore j'avais pas encore ma fibrose. Qui a été présentée en 2015, et puis on a fait en 2021 le premier congrès européen de patients atteints de fibrose pulmonaire en visio, bien sûr, mais c'était un événement extrêmement important qu'on refera cette année en fin d'année. On fait partie aussi, donc, en tant qu'association du comité de pilotage de 2 plateformes d'expertise maladies rares. Je pense que vous savez ce que c'est. Dans les groupes hospitaliers, c'est la mise en commun de tout un tas de services et d'activités liés aux différentes filières maladies rares, hein, puisque tous les services, tous les centres de compétences n'ont pas forcément les moyens suffisants. Et donc on est au comité de pilotage de la plateforme de Bourgogne-Franche-Comté et de Paris-Nord. Et pour terminer, on est au comité consultatif de Boehringer et de Roche, comité consultatif d'associations de patients, au niveau France et au niveau international également. Et enfin, donc, pour redire qu'on est une association avant tout de patients et d'aidants, on a 12 membres au conseil d'administration et 6 membres au bureau qui sont tous soit patients, soit aidants atteints de fibrose pulmonaire. Alors, nos raisons d'être, premièrement, informer, alors ça peut peut-être paraître bizarre, informer le grand public, mais aussi les professionnels de santé. Parce qu'on est dans le domaine des maladies rares, donc les deux ont besoin d'être informés. Les patients, parce que les symptômes ne sont pas toujours très parlants. Quand vous avez 60, 65 ans, vous êtes un peu essoufflé, vous êtes un peu fatigué, vous toussez un petit peu, vous n'allez pas forcément avoir le réflexe d'aller voir votre médecin pour lui en parler. Il faut aussi informer pour dire effectivement, quand on a ce type de symptômes et qu'ils ne s'arrangent pas, qu'ils ne guérissent pas, il faut consulter son médecin.
Et puis aussi, il y a un travail d'information énorme à faire auprès des soignants, principalement auprès des médecins généralistes, mais pas que, aussi auprès de certains pneumologues qui ne connaissent pas non plus, soit qui ne connaissent pas bien les pathologies maladies rares, les fibroses pulmonaires, soit qui ne connaissent pas. Il y a une enquête qui a été faite il y a 2 ans par le Collège de médecine générale qui montrait qu'à peu près plus d'un tiers des médecins généralistes ne savaient même pas qu'il y avait des filières santé maladies rares et des centres de compétences maladies rares. Donc le patient ne risque pas d'y arriver un jour si on n'est pas informé que ça existe. On a ensuite, comme toute association, une raison d'être qui est d'aider les malades et leurs proches à vivre le mieux possible avec la maladie, de contribuer à améliorer la prévention des fibroses pulmonaires, leur diagnostic, je viens de vous en parler, la qualité de la prise en charge et faciliter l'accès aux soins, qui pareil est inégal, je dirais, d'une partie du territoire à une autre. Un rôle très important qui est de créer des communautés de patients au niveau régional, au niveau local. On est dans le domaine des maladies rares, on est souvent seul, on ne sait pas, on ne connaît pas d'autres personnes qui sont atteintes d'une fibrose pulmonaire. On se retrouve vraiment tout seul avec sa maladie, à vivre avec sa maladie. Donc il y a un rôle important qui est de créer une communauté, principalement entre les patients, les aidants, mais aussi avec, je dirais, tout ce qui tourne autour de la fibrose, les soignants, et puis tout ce qui tourne autour de la qualité de vie de la fibrose pulmonaire. On cherche aussi à répertorier les attentes des patients, de leur famille, dans tous les domaines. Donc effectivement, quand on vient voir son pneumologue, souvent on fait les explorations fonctionnelles, les tests, et puis après on a la consultation avec le pneumologue. Mais il y a tout un tas de choses qui tournent autour de la vie avec la maladie qui sont aujourd'hui pas très bien prises en compte par le système de santé. Tout ce qui touche au soutien psychologique, au diagnostic, j'en ai parlé, à l'activité physique, à la nutrition, toutes ces choses-là sont des choses qui ne sont pas très bien prises en compte actuellement. Et puis aussi, on va parler de la greffe, on va parler de tout un tas de sujets, on ira même parfois dans certains cas parler au sein de l'association avec ceux qui le souhaitent de soins palliatifs, de ce genre de sujet. Et puis donc une fois qu'on a répertorié tout ça et bien échangé, un petit peu comme on l'a fait sur l'annonce du diagnostic avec notre enquête, c'est sensibiliser les autorités de santé et les soignants à ces besoins et à nos ressentis. Nous, en tant que patients, c'est quoi de vivre avec une fibrose pulmonaire? On a un rôle important de collecte de fonds qui est venu, je dirais, un petit peu naturellement, de par les dons. Je vous ai dit tout à l'heure que les dons étaient en augmentation. C'est vrai. C'est malheureusement souvent dû à des décès, mais c'est vrai qu'il y a une pratique qui se répand de plus en plus, qui est de remplacer les fleurs par des dons, qui nous aident beaucoup. Et donc, on collecte les dons, tous nos dons vont à la recherche, et on a aussi une mission d'éducation des patients, pour essayer de bien leur expliquer ce que c'est une étude clinique, et de les motiver à participer aux études cliniques, en leur expliquant tout simplement, enfin en leur expliquant plein de choses, mais si je gardais un point, c'est de leur dire que si personne ne participe aux études cliniques, il n'y aura jamais de nouveaux traitements. Et donc, pour l'instant, on en est toujours avec nos 2 traitements qui sont très bien, qui permettent de ralentir la progression de la maladie. Et si vous demandez à un patient FPI ce qu'il attend en premier lieu, c'est d'avoir un traitement qui stoppe la progression, voire qui guérisse de la fibrose pulmonaire. Et puis, un rôle de plus en plus important, au fur et à mesure qu'on avance dans l'association sur nos projets, c'est de promouvoir l'activité physique. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc comment on fait ça? On a un site internet qui est en train d'être à quelques jours près. Je ne peux pas vous le montrer, il va sortir dans quelques jours. Un site internet où on reprend un petit peu tout ce que je viens de vous dire là, qui est vraiment le point d'entrée souvent des patients, des malades. C'est souvent comme ça qu'ils nous trouvent, grâce au site internet. Et puis on a des lettres d'information, n'hésitez pas à prendre un exemplaire de la dernière, même plusieurs si vous voulez en donner à quelques patients. C'est aussi des choses qu'on fait au niveau information. On a un numéro de téléphone, 2 numéros de téléphone, donc, qui sont indiqués sur notre site, où les malades, les patients, les aidants, enfin, tout le monde peut nous appeler.
Et voilà, c'est un rôle d'écoute, de réponse aux questions, donc, qui prend de plus en plus de temps et de place dans la vie de l'association, mais qui est extrêmement important. Et je le mentionne là parce que souvent, on a beaucoup d'appels en fait, juste après l'annonce du diagnostic. Là, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est souvent à ce moment-là que les gens prennent contact avec nous, puisque l'un des premiers réflexes, quand on se retrouve tout seul avec sa maladie, c'est d'aller chercher de l'information. On organise des conférences, donc depuis 2 ans, depuis le Covid surtout, on a fait pas mal de webconférences sur des sujets, tous les sujets encore une fois qui tournent autour de la FPI et de la fibrose. On a fait une conférence sur l'oxygénothérapie, une sur l'activité physique, une sur la nutrition, une sur le soutien psychologique, une sur les droits des aidants, tout ce qui tourne autour des droits, des cartes de mobilité, etc. Donc on fait beaucoup de webconférences. Et puis on participe avec l'aide des laboratoires à la conception et à la diffusion de brochures pour aider les patients et les familles. J'ai mis un exemple de livre de recettes qu'on a fait cette année, non l'année dernière, en 2021, donc, qui est composé d'une part de conseils sur l'alimentation, avec une autre particularité de patients pulmonaires, qui traite aussi de la dénutrition, qui traite des effets indésirables du traitement, et comment adapter son alimentation. Et on est allé jusqu'à, avec une nutritionniste et le professeur Junot à Rennes, et puis une nutritionniste du CHU de Rennes, on est allé jusqu'à faire des recettes de cuisine enrichies et à destination des patients. Et on a fait d'autres brochures sur l'activité physique, sur sur le soutien psychologique. On a fait tout un tas de brochures comme ça qui peuvent être téléchargées par les patients. Et puis je reviens un petit peu sur l'activité physique adaptée. Aussi, suite au Covid, à partir de 2020, on a lancé des outils. Donc on a mis à disposition de nos adhérents 2 plateformes en fait, qui leur permettent de faire de l'activité physique adaptée. Quand je dis adaptée, c'est vraiment adapté à la fibrose pulmonaire. Donc on a en particulier un partenariat avec Getfi, qui est l'association Ciel Bleu, avec lequel on a mis dans un premier temps un programme spécifique FPI sur plusieurs semaines, qui est digital, donc la personne peut, quand elle veut, à son rythme, faire ses exercices. Il y a des séances avec des exercices qui sont montrés, qu'il faut répéter, avec une évolution, avec une évaluation en cours de route pour voir si effectivement on est dans le bon niveau, s'il ne faut pas changer de niveau. Et la grande nouveauté depuis un peu plus d'1 mois maintenant, c'est qu'on a ajouté à ça des séances en live, donc tous les jeudis matins, vous pouvez en parler aux patients, tous les jeudis matins, il suffit de s'inscrire sur la plateforme à 10 h. Il y a une séance d'1 heure d'activité physique adaptée avec un coach qui nous voit, qu'on voit, et c'est vraiment très utile parce que ça nous permet ça lui permet de faire des démonstrations, et surtout on s'est rendu compte que sans ça, on pouvait avoir des mauvaises postures, on pouvait ne pas bien faire les exercices, et donc il est là pour veiller à ce qu'on le fasse bien en toute sécurité. On a nos oxymètres à proximité quand on participe pour vérifier quand on a un petit peu fait de cardio qu'effectivement on ne désature pas trop. Et ça, c'est quelque chose qu'on cherche à pousser. On a besoin aussi on aura besoin de vous aussi, les soignants, les pneumologues, pour nous aider à pousser, puisqu'en fait, le patient a du mal à s'y mettre, a du mal à se lancer, parce qu'il est déjà fatigué, il est déjà essoufflé. Et donc, il faut vraiment que le motiver. Et parfois, nous, on remarque qu'il y a quand même un pouvoir de la prescription du pneumologue. Et je pense que dans certains cas, si le pneumologue était un peu plus ferme sur la prescription d'activité physique, les gens y viendraient peut-être un petit peu, peut-être à reculons, mais ils viendraient peut-être un peu plus par là. Pour terminer, donc, parmi les outils très importants, depuis 1 an, on a lancé des groupes patients régionaux, locaux, avec une double idée en fait. La première idée, c'est de créer cette communauté régionale, locale dont je parlais tout à l'heure,
où effectivement on a besoin, c'est dur d'être tout seul, on a besoin de rencontrer et de parler avec d'autres patients de la même région, c'est encore mieux. S'il n'habite pas loin, même on peut imaginer des rencontres, un jour peut-être, des rencontres en présentiel. Donc on a lancé 5 groupes. Le premier c'était l'Île-de-France. C'est Françoise qui anime le groupe patient Île-de-France. Donc je disais, il y a ce premier besoin de communauté, de créer une communauté d'échange. Et on tient vraiment à ce qu'il y ait une première partie dans chacune de nos réunions qui soit de l'éducation thérapeutique. Ce n'est pas simplement de l'échange. À chaque réunion, on invite un expert sur un domaine qui est choisi par les participants. Donc on discute entre nous, on dit tiens, on aimerait bien qu'il y ait quelqu'un qui nous parle d'oxygénothérapie, on aimerait bien qu'il y ait quelqu'un qui nous parle de nutrition. Et la dernière réunion du groupe patient Île-de-France, ils nous ont dit tiens, on aimerait bien qu'il y ait quelqu'un qui nous parle des exacerbations. Donc bien sûr, on a invité le docteur Nakache à venir en parler lors du groupe. Donc il y a vraiment ces 2 objectifs, et donc on a 5 groupes, dont l'Île-de-France, et puis le dernier en date, on l'a lancé hier, ou avant-hier. Hier, c'est le groupe Bretagne. Voilà pour l'association. Merci de votre écoute. Le site internet,